Alors, je vais d'abord présenter les relations jésuites en général et le jeûne, très brièvement. Alors, qu'est-ce que sont les relations? Les relations sont une extension de la correspondance jésuite. Donc, ce sont des lettres, mais pas des lettres habituelles, c'est-à-dire que ce sont des lettres qui sont destinées à être publiées à un public très large à l'époque. Les relations ont un énorme succès. Et c'est aussi des lettres, ce que j'appellerais augmentées, c'est-à-dire qu'il y a les inscriptions habituelles de la lettre, c'est-à-dire l'adresse initiale et la souscription à la fin, mais elles sont divisées par des chapitres thématiques. Et il y a un autre niveau, c'est que c'est aussi une compilation de lettres dans le sens où les relations sont faites par le supérieur de la colonie, le supérieur de la mission dans la colonie. C'est Paul le Jeune, donc pendant toute la décennie 1630. Et dans cette relation, il cite des lettres d'autres pères qui sont dans d'autres villes. Donc, par exemple, on a souvent le cas de citation des lettres de Père Buteux qui est aux Trois-Rivières ou de Jérôme Lallemand qui est chez les Hurons-Wendat, etc. Et aussi, il y a le cas en 1636 et en 1637 où la relation est double. En fait, la relation jésuite de ces années-là, ce sont en fait deux relations collées l'une à l'autre, celle de Lejeune et celle de Brébeuf, qui se font ensuite dans l'édition. Pour parler de l'édition, fort brièvement, donc je disais tout à l'heure que les relations jésuites ont un énorme succès et ça va de pair en fait avec une politique éditoriale de vendre ces relations pas chères en format IN12, donc le format qui correspond à peu près à notre poche actuellement et donc à des prix très abordables. Je vous donne ici un exemple des titres des chapitres de la relation de 1634. Celle de 1634, c'est celle qui est la plus connue des relations de Paul le Jeune et des relations jésuites en général. C'est celle qui a été éditée dernièrement en 2009 aux éditions Luxe, ce qui donne un peu une idée de l'engouement qu'elle provoque pour un corpus qui est, il faut le dire, totalement abandonné. Et donc là, vous voyez à peu près les thèmes qui sont abordés. Donc, premier chapitre, le bon déportement des Français, donc comme quoi les Français sont des bons chrétiens, etc. Ensuite, de la conversion du baptême et de l'heureuse mort de quelques sauvages. Donc, l'idée aussi qu'on parle des conversions et cette partie-là, dans les relations ultérieures, prendra de plus en plus de place. Et un rapport un peu plus anthropologique aux autochtones, c'est les chapitres 8, 9, 10 de leurs festins, de leurs chasses, de leurs pêcheries, habits, ornements, etc. Donc, il y a beaucoup de sujets qui sont traités. Et cette relation est particulière dans le sens où, à la fin, le 13e chapitre, c'est un chapitre qui est en fait un journal des choses qui se sont passées et qui relate surtout comment le jeune, euh, comme un aventurier, a suivi pendant la chasse hivernale, pendant tout l'hiver, les Inuits qui sont allés au sud du fleuve. Expérience dont il s'est à peine remis, il est quasiment mort de fatigue au retour. Alors, justement, le jeune, quelques mots sur lui, c'est un jésuite qui a eu la formation complète, qui a été professeur de rhétorique avant d'arriver au Canada. Et il a été donc le supérieur de la mission de 32 à 39. Il a demandé à être soulagé de cette responsabilité et aussi d'être soulagé du rôle de rédacteur des relations. Néanmoins, ce rôle de rédacteur des relations, on le lui donne jusqu'en 1641. Donc, de 1632 à 1641, c'est le rédacteur unique des relations jésuites de Nouvelle-France. Et ensuite, et puis le dernier livre qui vient de lui, c'est 1642. Donc, dernier moment d'écriture, 1641, dernier moment de publication, 1642. Et ensuite, c'est plus un compilateur. Et c'est un rôle qu'il aura surtout à partir de 1649, date à laquelle il revient à Paris. Et là, il reçoit les relations qui viennent de Nouvelle-France et c'est lui qui fait le travail de réécriture, d'édition pour mener à l'édition aux éditions Cramoisy. Sébastien Cramoisy, donc un éditeur très connu à l'époque qui faisait presque 10% de la production livresque de l'époque. Voilà pour la présentation rapide et de Paul le Jeune et des relations jésuites. Maintenant, venons au sujet. Le chaman.
Donc, le maître spirituel dans les communautés autochtones est appelé dans les relations par plusieurs mots qu'on va diviser en deux catégories bien distinctes. D'un côté, c'est un jongleur, un charlatan, et de l'autre, c'est un sorcier. Donc, euh, petit récapitulatif sur ces mots de jongleur et charlatan, ce sont des mots qui sont apparus dans le sens qu'utilise le jeune au XVIe siècle en français. Un jongleur, c'est originellement au Moyen Âge, quelqu'un qui va de cours en cours et qui récite des poésies, qui fait de la musique en même temps. Au XVIe siècle, ça devient un terme qui veut dire battleur. Donc quelqu'un qui, dans la foire, sur les places de village, fait un spectacle. Un spectacle qui est donc la jonglerie, quelque chose de comique, quelque chose qui est un peu rabaissé à la sphère populaire. Et charlatan, c'est pareil, c'est la sphère publique du marché, c'est la personne qui s'occupe de donner des soins, des remèdes, de vendre des potions et aussi d'arracher les dents. Et ça, le charlatan est chargé, le mot charlatan est chargé de toute la connotation péjorative qu'on lui connaît maintenant à ce moment-là. C'est un mot qui, dès son origine, a cette connotation péjorative et il arrive donc au milieu du XVIe siècle en français et il vient de l'italien. Voilà. Sorcier, au XVIe siècle, ça veut dire celui qui jette des sorts et c'est aussi celui qui a fait un pacte avec le diable ou qui a une communication avec lui. Donc, on va partir de ces éléments de définition qui viennent, pour tout vous dire, du dictionnaire historique de la langue française d'Alain Rey, pour ensuite voir qu'est-ce qu'il se passe dans les relations à propos de ces mots. Alors, voici le plan de la présentation. Première partie, la Nouvelle-France est un carnaval. Donc là, je vais voir comment, dans le texte, est lié le nouveau territoire de la Nouvelle-France avec le carnaval. Ensuite, la Nouvelle-France est une pièce de théâtre. On va voir comment il y a des mots qui se rapportent au théâtre, qui sont employés par le jeune pour évoquer ce que fait le chaman. Et enfin, nous allons voir un peu dans quel sens le jeune utilise le mot de jongleur et de sorcier, et pourquoi il utilise l'un, et pourquoi il utilise l'autre, et pourquoi les deux. Voilà, c'est ça à peu près le linéament de notre réflexion. Donc, la Nouvelle-France, c'est un carnaval. Alors là, c'est une petite partie. Je voulais montrer à quel point, dans les deux premières parties, donc le carnaval et la pièce de théâtre, à quel point le jeune associe le chaman à une sphère du spectacle. Donc, on pense spectacle aussi pour le carnaval. Alors, là, je vais citer la relation de 1632. À ce moment-là, c'est la première fois où le jeune rencontre des autochtones. Et ici, ce sont des Inuits. Donc, vraiment, la première rencontre entre l'Européen le jeune et les autochtones. Alors, je fais la lecture. Or, c'est ici que j'ai vu des sauvages pour la première fois. Sitôt qu'ils aperçurent notre vaisseau, ils firent des feux, et deux d'entre eux nous vinrent aborder dans un petit caveau. Donc, il voulait dire canot, mais il y a souvent des erreurs d'imprimerie. Donc là, le U a été inversé, et le N a été inversé en U. Fait d'écorce fort proprement. Le lendemain, un sagamo avec 10 ou 12 sauvages nous vint voir. Il me semblait, les voyant entrer dans la chambre de notre capitaine, où j'étais pour lors, que je voyais ces masques qui courent en France à carême prenant. Il y avait qui avaient le nez peint en bleu, les yeux, les sourcils, les joues peintes en noir, et le reste du visage en rouge. Et ces couleurs sont vives et luisantes, comme celles de nos masques. D'autres avaient des raies noires, rouges et bleues, tirées des oreilles à la bouche. D'autres étaient tous tout noirs, hormis le haut du front, et les parties voisines des oreilles et le bout du menton, si bien qu'on eût vraiment dit qu'ils étaient masqués. Alors là, ce que j'ai souligné, c'est l'importance du mot masque dans cette partie. Ils ne sont que grimés, ils n'ont qu'un maquillage. Et sans arrêt, le jeune parle de masques. Donc, les masques qui courent en France à carême prenant, donc vraiment pendant le carnaval, cette période juste avant le carême qui dure 3 jours, où le monde sort déguisé en ville. Et donc, la couleur est luisante comme celle de nos masques. Et vraiment, on dirait qu'ils étaient masqués. Donc, il y a vraiment une insistance là-dessus.
Alors, c'est étonnant que le jeune insiste là-dessus parce que l'idée du masque veut dire qu'il y a quelqu'un qui se cache, mais aussi l'idée que l'on peut enlever ce masque. Et ça va très bien avec l'idée de la bulle papale Veri Homines, comme quoi les autochtones sont bel et bien des hommes. Et là, ça va avec l'idée que si on enlève le masque, on va trouver les hommes qu'il y a derrière ça et qu'on va en faire des chrétiens. Et cette idée-là est présente aussi dans cette partie du texte qui suit. Leur couleur naturelle est comme celle de ces gueux de France qui sont demi-rôtis au soleil, et je ne doute point que les sauvages ne fussent très blancs s'ils étaient bien couverts. Donc là, on a l'idée que le peuple rencontré est exactement le même que nous. Et ça va très bien avec l'idée de Kavanagh qui parle de settler colonialism, comme quoi les colons, quand ils arrivent sur un territoire et le, le, le colonialisme de colons, pour faire une traduction un peu bancale, ils ont tendance à ce moment-là à assimiler le peuple qui est là, donc à considérer qu'il n'existe pas ou à considérer qu'il est comme eux. Donc là, on a vraiment ce mouvement-là dans ce passage de découverte, de rencontre, de première rencontre avec les autochtones. Donc voilà pour l'idée de carnaval. Donc pour notre sujet, je voulais dire que le premier contact avec les autochtones est celui d'un rapport avec le faux. Ensuite, on va voir l'importance qu'ont le mot, le vocabulaire du théâtre dans ce corpus. Par exemple, dans la relation de 1638, pour raconter un épisode où, le Jérôme l'Allemand, un père qui part chez les Hurons-Wendat, est menacé de mort par un Quiché-Sipirini, il parle de tragicomédie. C'est le mot qu'il utilise, c'est un mot assez fort du monde du spectacle. Et c'est pareil plus tard, dans la relation de 1641. Alors je fais la lecture. Entre leurs superstitions, ils en commencent une, tirée des pays plus hauts, qui devait durer 3 nuits, pendant lesquelles les sauvages vont courant par les cabanes, avec des cris et des hurlements de démons. Le plus bel acte, donc acte au sens théâtral aussi, puis au sens de geste, de cette tragicomédie consiste en ce point: les filles et les femmes vont dansant, et quelques hommes mènent le jongleur ou le sorcier par-dessous les bras et le font marcher par-dessus des charbons ardents sans qu'il se brûle. Le père Buteux, ayant eu secrètement avis par un chrétien du temps que cette farce diabolique devait se jouer pour la guérison d'une femme malade, porté d'un zèle de la gloire de notre Seigneur, s'en alla dans les cabanes sur les 10 heures du soir. Donc là, on a clairement l'association d'une superstition, c'est-à-dire un rite autochtone, et c'est souvent des festins où on danse, des festins où tout le monde est convié. Donc là, il y a une insistance aussi sur les filles et les femmes qui participent, parce que ce n'est pas tous les festins où c'est ouvert à tout le monde. Il y a souvent des festins entre hommes chez les autochtones. Et là, il y a donc ce mot encore utilisé de tragicomédie et ce mot de farce, farce diabolique. Donc la farce qui est un genre littéraire, et diabolique qui mêle donc quelque chose de beaucoup plus grave, qui est de l'ordre de la présence du diable, avec la construction artificielle qu'est l'œuvre d'art. Cette scène du père Buteux qui vient voir ce qui se passe mène à une tragédie. Là, encore une fois, le jésuite est menacé de mort. Donc, on passe de la tragicomédie à la tragédie. Et ce qui est intéressant, c'est que ce rapport au spectacle, qui est d'abord utilisé par le jeune pour décrire ce qu'il voit, des superstitions, pour le citer, c'est ensuite utilisé par les jésuites et plus largement par les Français. Dans la relation de 1640, il fait mention de toutes les processions qui sont faites en l'honneur de la naissance du futur Louis XIV, du dauphin. Donc il joue une tragicomédie pour les Français, mais il y a l'idée aussi de faire quelque chose pour les autochtones, pour les amener vers la foi. Donc c'est ce passage
mais afin que nous, sauvages, alors j'ai souligné encore une fois cette erreur typographique parce qu'au lieu d'écrire nos sauvages, il écrit nous sauvages, ce qui fait un peu un renversement assez intéressant. En plus, retirer quelque utilité, monsieur le gouverneur, donc là c'est Montmagny, doué d'un zèle et d'une prudence non commune, nous invita d'y mêler quelque chose qui leur fût donné dans la vue et frappait leurs oreilles. Nous fîmes poursuivre l'âme d'un infidèle par deux démons. Donc là, on comprend que sur scène, l'âme représentée d'un infidèle est poursuivie par deux démons, deux représentations de démons, qui enfin la précipitèrent dans un enfer qui vomissait des flammes. Les résistances, les cris et les hurlements de cette âme et de ces démons qui parlaient en langue algonquine donnèrent si avant dans le cœur de quelques-uns qu'un sauvage nous dit à 2 jours de là qu'il avait été fort épouvanté la nuit par un songe très affreux. Je voyais, disait-il, un gouffre horrible où sortaient des flammes et des démons. Donc ici, on a jésuite Paul le Jeune qui, en quelque sorte, se réjouit d'un cauchemar qu'il a donné à, à un autochtone. Et donc là, on voit clairement la mise en scène de ce qui se passe, donc mise en scène de l'enfer avec les artifices, les acteurs qui crient, les flammes, etc. Donc, et la répétition de démons, ce qui fait qu'un peu comme farce diabolique, on a un peu le versant jésuite de cette farce diabolique. Ici, ce sont les jésuites qui mêlent la pièce de théâtre avec le diable. Alors, on en vient à la question des mots utilisés pour évoquer le chaman, jongleur et sorcier. Le constat est le suivant, qui m'a amené à réfléchir avec vous sur ça, c'est que les deux sont utilisés très souvent concomitamment. Donc, c'est jongleur ou sorcier qui sont utilisés pour parler du chaman. Par exemple, je reprends cette slide que j'ai donnée tout à l'heure, le jongleur ou le sorcier. C'est-à-dire que dans le texte des jésuites, à partir de la relation de 38 à peu près, les deux se suivent. Donc, il n'y a jamais le sorcier et le jongleur. C'est le jongleur ou le sorcier. Donc, c'est à ce moment-là où on se demande quelle est la perception de Lejeune sur ce chaman. Alors, on va faire un peu une chronologie pour essayer de répondre à cette question. Dans la relation de 1538, il y a clairement l'idée qu'il y a une question qui se pose. Voilà, alors la citation, les montagnais le tenaient pour l'un de leurs grands sorciers. Donc, il parle d'un chaman avec qui il parle et qui vient de mourir, ou consulteur de Manitou. Je saurai quelques jours si vraiment il y a de la diablerie en leur fait. Donc là, il pose clairement la question, est-ce qu'il y a diablerie? Pour le présent, je ne puis dire autre chose que les uns disent que oui, les autres que non, c'est-à-dire qu'il n'y a rien d'assuré. Donc je cite ce passage pour montrer que dans la deuxième relation, celle de 33, le jeune exprime son doute. Et vous le verrez avec les autres citations, le jeune exprime ses doutes et fait un peu figure d'enquêteur. Il sait qu'il y a question et donc il la mobilise pour ensuite la réévoquer. Alors ça prend une autre tournure avec la relation de 1134. Là, au lieu d'évoquer la diablerie, la relation de 34, on est clairement du côté de la jonglerie. Pour lui, il n'y a qu'artifice, il n'y a pas de diable là-dedans. Donc, par exemple, pour l'évocation des génies du jour, ce sont des jongleurs qui le font. Et ces jongleurs bouffonnent et amusent. Donc là, tous les mots vont dans le sens du mot jongleur. Alors, pour expliquer un peu, les génies du jour ou Kishikwe sont invoqués par les chamans pour prédire l'avenir. Alors, ça se passe dans une cabane et ils construisent ce qu'ils appellent un tabernacle, ce que le jeune appelle un tabernacle. Et qu'est-ce que c'est? Ce tabernacle dans le sens vétérotestamentaire, c'est-à-dire petit temple, là où on mettait l'arche de l'alliance. Donc, dans cette tente, le chaman rentre et invoque les génies du jour qui s'expriment à travers lui. Or, ce tabernacle est fait de gros piliers qui sont très difficiles à bouger. Et ce que le jeune constate, c'est que
déjà, il bouge énormément. Et en plus, à l'intérieur de cette tente, on ne voit rien. Le, le chaman fait des bruits très étranges et il fait même plusieurs bruits en même temps. Donc, se pose la question de est-ce qu'il y a artifice ou est-ce qu'il y a vraiment arrivée du Manitou et donc du diable pour l'Européen qui est le jeune. Donc, c'est toute la question. Alors, je vais vous donner cette citation qui donne un peu une idée de ce qui se passe. Le jongleur entré commença doucement à frémir, comme en se plaignant. Il ébranlait ce tabernacle sans violence au commencement, puis s'animant petit à petit, il se mit à siffler d'une façon sourde et comme de loin, puis à parler comme dans une bouteille, à crier comme un chat huant de ce pays-ci, qui me semble avoir la voix plus forte que ceux de France, puis à hurler, chanter, variant de ton à tout coup, finissant par ces syllabes o, o, i, i, gigi, niwe et autres semblables contrefaisant sa voix, en sorte qu'il me semblait ouïr ces marionnettes que quelques bateleurs font voir en France. Donc là, on retrouve l'univers du spectacle. Donc on n'est plus dans le théâtre, mais c'est les marionnettes. Donc clairement, dans la relation de 1134, il n'y a pas de présence du diable. Mais ça change. S'il y a quelque chose dont on se rend compte en lisant Paul le Jeune, c'est qu'il se contredit constamment d'une relation à une autre. Et là, vous allez le percevoir tout de suite. J'ai parlé fort amplement de la relation de l'année 1634 d'un certain tabernacle qu'ils font, dans lequel les jongleurs font venir et consultent les génies de l'air ou du jour. Donc, ce qui est bien aussi, c'est qu'il fait toujours référence à ce qu'il a déjà dit. Donc là, il fait référence à la citation précédente que je vous ai donnée. Or, non seulement les hommes, mais les femmes entrent dans ce beau tabernacle. Alors, la misogynie de Lejeune, je pense qu'elle est représentative de la misogynie de l'époque et surtout dans l'univers religieux. Et là, ce n'est pas anodin qu'il parle d'une femme, on va le voir. Aux Trois-Rivières, un jongleur ayant appelé le Manitou ou autre génie, donc il ne fait même pas attention à préciser ici, et ne l'ayant pu faire venir, une femme y entra. Elle commence à si bien ébranler sa maison et à chanter et crier si fortement qu'elle fit venir le diable qui en dit plus qu'on ne voulait. Ce démon, ou plutôt cette démoniaque, car c'était cette impudente qui faisait croire que c'était le Manitou qui parlait, ajouta qu'il avait mangé quelques Atikamekw. Donc là, on parle des Atikamekw qui sont au-dessus des Inuits. Pour faire référence au contexte d'écriture, c'est quand même pas anodin que ça soit la femme ici qui est possédée. Un peu dans les rôles traditionnels, on a le sorcier masculin qui a un rapport avec le diable, qui a un pacte avec le diable, mais c'est ce sorcier en Europe qui provoque, par exemple, la possession des femmes. Donc ici, pour évoquer la venue du diable, il y a comme un intermédiaire par le fait que une femme a pris le rôle du chaman dans le tabernacle. Donc là, dans la relation de 1136, on va clairement dans le sens d'une présence du diable, voire d'une possession. Dans la relation de 1137, il y a une sorte de synthèse. Et c'est là que s'exprime toute la complexité du positionnement de Lejeune. On sent qu'il penche de l'un et de l'autre côté, ce qui va nous amener à avoir une conclusion assez intéressante pour l'utilisation de ces deux mots. Donc, je cite les sauvages. Alors, déjà, le chapitre est consacré à cette question. Chapitre 10, des sorciers, et s'ils ont communication avec le diable. Donc, c'est clairement le thème du chapitre qui montre un peu le degré d'importance que ça a pour le jeune et peut-être pour son lectorat. Le jeune est constamment en relation avec son lectorat. Il en reçoit énormément de lettres. Il en parle dans certains passages de ses relations. Donc, peut-être que la question lui a été posée. Les sauvages montagnais donnent le nom de Manitou à toute nature supérieure à l'homme, bonne ou mauvaise. C'est pourquoi, quand nous parlons de Dieu, ils le nomment parfois le bon Manitou. Et quand nous parlons du diable, ils l'appellent le méchant Manitou. Or, tous ceux qui ont quelque connaissance particulière avec le Manitou, bon ou mauvais, se nomment parmi eux Manitou et si et qui. Donc, là, c'est la première fois qu'il parlait Manitou Sioux. C'est un xénisme, je cherchais le mot. Il utilise le mot qu'il entend parmi les Inuits. Et pour autant que ces gens-là ne connaissent que le méchant Manitou, c'est-à-dire le diable, à chaque fois le jeune fait la transposition,
nous les appelons sorciers. Ce n'est pas que le diable se communique à eux si sensiblement qu'il fait aux sorciers et aux magiciens d'Europe, mais nous n'avons point d'autre nom pour leur donner. Donc là, clairement, je trouve ce passage assez fantastique. Clairement, le jeune dit ici qu'il ne sait pas comment nommer les chamans. Sorcier, c'est ce qui se rapproche le plus dans l'imaginaire européen des Manitou-Sioux. Donc, il utilise ce mot pour se faire comprendre. Mais là, il exprime à quel point ce mot ne convient pas vraiment. Ensuite, là, il parle du diable qui communique sensiblement. Il revient sur cette idée par après. Répondant à la question proposée en tête de ce chapitre, savoir si ces sorciers ont vraiment communication avec le diable. Donc, il relance ce sujet. Si ce que je viens de dire est véritable, il ne faut point douter que les démons ne se manifestent parfois à eux. Dans les pages précédentes, il a évoqué des apparitions de défunts et qu'il traduit comme des apparitions du diable. Mais j'ai cru jusqu'à maintenant qu'en effet le diable les abusait, remplissant leur entendement d'erreur et leur volonté de malice. Mais je me persuadais qu'ils ne se découvraient point sensiblement et que tout ce que faisaient leurs sorciers n'était que jonglerie qu'ils inventaient. Donc sorcier, jonglerie, encore une fois la dualité, pour en tirer quelques profits. Et là, encore une fois, mise en scène du doute, je commence maintenant à douter, voire à pencher de l'autre côté pour les raisons suivantes. Donc, pencher de l'autre côté, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a une communication sensible du diable et qu'il n'est pas là pour abuser, on va dire psychiquement, les autochtones, c'est qu'il a une action très concrète sur l'environnement. Alors, je n'ai pas donné ce passage parce que je savais que si je le faisais, j'allais dépasser le temps et effectivement, j'ai bien perçu la chose. Ce qu'il se passe ensuite et les raisons qu'il évoque, c'est quand il parle de cette cérémonie des génies du jour avec le tabernacle. Il dit, mais en fait, c'est sûr, un chaman ne peut pas le bouger tout seul. Et à ce moment-là, il fait comme un micro-trottoir dans la communauté dans laquelle il est, et on lui dit, écoute, moi, pour avoir fait cette cérémonie, il y a un vent qui arrive à un moment qu'on ne contrôle pas et qui bouge de lui-même la tente. Donc là, avec ces témoignages-là, il va du côté de l'action concrète du diable à ce moment. Alors, je voulais mettre une slide, je l'ai enlevée, mais en tout cas, j'ai beaucoup hésité par rapport à ça. Je voulais faire un peu une comparaison avec Brébeuf et Pierre Biard. Donc, Brébeuf qui écrit dans les mêmes années que le jeune, et Biard qui est le premier relateur jésuite de Nouvelle-France qui écrit en Acadie, donc pas du tout avec des Inuits, avec des Micmacs. Les deux utilisent le mot sorcier pour évoquer les chamans. Donc, cette dualité jongleur-sorcier, c'est quelque chose qui est propre à Lejeune. Alors, la conclusion, ce serait la suivante. C'est que ces deux mots, qui sont accolés, comme je vous disais, à partir de la relation de 38 sur le chaman, sont un peu un mélange de deux visions. Donc, il y a la vision française, qui s'exprime avec le terme de jongleur, qui exprime un retrait critique par rapport au rite autochtone et qui est induit par les termes liés au théâtre qu'on a vu et au carnaval. Donc, ce terme arrive dans une sphère. C'est assez rare que le jeune fasse des ponts entre la France et la Nouvelle-France. Donc, entre le théâtre à la française, les jeux de marionnettes, et ce qui se passe en Nouvelle-France avec les rites autochtones. Donc, quand ces moments arrivent et qu'il évoque les comédies, les tragicomédies, les tragédies, ça a un certain impact. Et hors de cet artifice, il y a le mot sorcier, qui est le point de vue inou. Alors, on pourrait penser à toute la charge que ce mot a à l'époque, quand on parle des sorciers en France, ceux qui ont fait justement un pacte avec le diable, mais là, c'est plus, et en fait, c'est l'impression, c'est un peu ce que je voulais démontrer, mais il n'y a aucune vérité, encore une fois, on ne peut pas poser la question à le jeune, mais j'ai l'impression que de plus en plus on avance dans les relations jésuites, plus
il donne un cadre assez neutre pour évoquer un rôle qui n'existe pas dans la société française, et donc que ça devient peu à peu un synonyme de Manitou issue. Voilà, donc comme il l'a expliqué dans une des citations que je vous ai données, c'est pour évoquer une place symbolique au sein de la communauté. Alors, voici ma conclusion. Je crois que j'ai terminé.